Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 6 février. L'Éthiopie et la Russie expriment leur enthousiasme pour élever leurs relations bilatérales à un niveau supérieur. Le secrétaire adjoint du Conseil général du parti Russie Unie, Andrei Klimov, qui s'est rendu en Éthiopie, a décrit la réforme éthiopienne comme un succès. En tête de l'ordre du jour de sa visite, le parti unifile russe et le parti pour la prospérité au pouvoir en Éthiopie ont signé un protocole d'accord qui leur permet de travailler ensemble sur diverses questions. L'établissement des relations interparties entre le parti unifié russe et le parti pour la prospérité au pouvoir en Éthiopie, ainsi qu'avec l'Union africaine, figurait parmi les principales missions du secrétaire adjoint du Conseil général du parti Russie Unie, Andrei Klimov. Il a indiqué qu'il avait eu des délibérations fructueuses avec les responsables du gouvernement éthiopien pour faire des pas tangibles dans les relations entre les deux pays. Le mémorandum signé tient compte de l'amitié de longue date entre l'Éthiopie et la Russie et se concentre sur les questions qui doivent être traitées ensemble au niveau des parties. Il a en outre révélé l'ambiance de la Russie de renforcer ses liens avec l'ensemble du continent africain. Cet accord aiderait les relations futures de la Russie unie avec d'autres partis africains de premier plan. Il a également fait quelques commentaires sur le gouvernement réformateur en Éthiopie. Le secrétaire adjoint a révélé que le parti Russie unie prépare une conférence pour les principaux partis politiques africains. Le bureau du représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'UA a annoncé que le 34e sommet ordinaire de l'UA se tiendra virtuellement les 6 et 7 février. Notons que la 38e session ordinaire du Conseil exécutif qui s'est tenue mercredi, l'ambassadeur Tesfaye Yilma a déclaré que la réunion se tenait sous le thème art, culture et patrimoine, des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. La 34e session ordinaire délibérera sur l'ordre du jour de la lutte contre le Covid-19, l'élection des hauts dirigeants de la Commission de l'Union africaine et du président de l'Union africaine à la fin de leur mandat cette année. L'actuel commissaire de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a présenté à nouveau aux élections à révéler l'ambassadeur. L'ambassadeur Yilma a également déclaré que l'Éthiopie représentait son candidat, le professeur Hiruth Weldamariam, au poste de commissaire de l'UA, de l'éducation, de la science, de la technologie et de l'innovation. Les historiens approchés par ETV ont appelé les nations africaines, y compris l'Éthiopie, à donner la priorité aux conseils autochtones plutôt qu'à l'adaptation des conseils occidentaux. Les historiens Tamasken Bourka et Ayala Bakri ont en outre mis en garde ces nations contre les dangers d'amitié, le maquillage des étrangers. Selon les chercheurs de la génération actuelle, doit lutter contre la colonisation culturelle et les récits erronés envers les Africains. On a plus à ce sujet. Selon les historiens, le rodage des ressources naturelles africaines a été étudié. Cependant, le pillage des connaissances africaines n'a pas encore retenu l'attention nécessaire. L'agenda 2063 est considéré comme un remède récent où la culture et le patrimoine sont prioritaires à cet égard. Tamasken Bourka, professeur adjoint d'archéologie et de gestion du patrimoine à l'université d'Addis Abeba, a pour sa part déclaré que les connaissances autochtones, étant des connaissances uniques confinées à une culture ou une société particulière, devrait être la bonne décision de réintroduire l'histoire à différents niveaux du système éducatif. Un autre historien, Ayele Bakari, a suggéré aux nations africaines d'inclure les connaissances autochtones dans leur programme d'enseignement plutôt que d'imiter la structure occidentale, en ajoutant que les colonisateurs ont non seulement emporté des ressources précieuses, mais aussi la culture et le patrimoine de l'Afrique. Parce que la culture compte, l'identité, la valeur monétaire et le programme d'études et de nombreuses autres exploitations devraient être éliminés. Par conséquent, les Africains devraient enseigner à la nouvelle génération ce qui s'est passé avant le colonialisme, a-t-il souligné. L'une des principales oppositions éthiopiennes, les citoyens éthiopiens pour la justice sociale, a annoncé la création de 435 circonscriptions pour les prochaines élections. Un parti fourre-tout, Ezema, a déclaré dans un communiqué hier qu'il présentera des candidats dans 435 des 547 circonscriptions lors des prochaines élections.
étant donné que les élections peuvent ne pas avoir lieu dans près de 100 circonscriptions électorales, y compris Tigray. Cela fait d'Izema le plus gros concurrent à côté du parti au pouvoir pour la prospérité. Cependant, la partie a indiqué qu'une somme de 140 millions de birr est nécessaire pour terminer efficacement les préparations. Le parti a remercié les membres et sympathisants qui ont contribué à cet effort. Izema a également inauguré son siège récemment rénové à Addis Ababa. L'Éthiopie est devenue la dernière destination à avoir reçu le timbre Save Travels du World Travel and Tourism Council, le tout premier timbre mondial de sécurité et d'hygiène. La subvention fait suite à des étapes majeures mises en œuvre par le ministère de la Culture et du Tourisme l'année dernière pour assurer la sécurité des résidents, des voyageurs, des travailleurs et des entreprises de la chaîne de valeur du tourisme, alors que l'Éthiopie a rouvert ses frontières aux visiteurs internationaux, a-t-il été indiqué. Hailemariam Desalegn, ancien premier ministre éthiopien et président du Bureau éthiopien du tourisme, a déclaré « Nous sommes extrêmement honorés de recevoir le timbre Safe Travels du World Travel and Tourism Council et nous les félicitons pour cette importante initiative. » Hirut Kassan, ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, a déclaré « Le tourisme est une priorité stratégique pour le gouvernement et contribue de manière significative au développement de notre économie nationale. Nous avons créé un partenariat avec le secteur privé et avons réagi rapidement sur les mesures de sécurité du Covid-19. Le ministère de l'Eau, de l'Énergie et de l'Irrigation a révélé que la performance globale de construction du Grand Barrage a atteint plus de 78%. S'adressant aux journalistes ici hier, le ministre Selashi Bakala a déclaré que l'Éthiopie était à l'aise avec la République démocratique du Congo pour faciliter un entretien trilatéral sur le Grand Barrage comme son homologue sud-africaine l'a fait. Le ministère a souligné que le gouvernement s'est toujours engagé à entreprendre la deuxième remplissage en haut du barrage principal comme prévu. On a plus à ce sujet. Le ministre éthiopien de l'eau, de l'irrigation et de l'énergie, Selashi Bakala, a déclaré à Al Jazeera que la position inchangée de l'Éthiopie concernant les différends sur le barrage de 4,6 milliards de dollars doit être résolue par des discussions. Le ministre a noté que les négociations tripartites ont abouti à certains accords comportant des questions techniques. Cependant, a-t-il dit, ils ont été très prudents sur les questions qui pourraient affecter le droit de l'Éthiopie à des activités de développement dans les temps à venir. Il a souligné que l'Éthiopie avait une position d'accord préalable sur l'article 5A de la directive pour le remplissage du barrage. Par conséquent, la discussion devrait se concentrer sur les questions administratives mentionnées à l'article 5, sous-article 2, a déclaré Selashi. Élaborant sur le point de perturbation de processus de l'Union africaine, il a déclaré que l'Éthiopie n'a jamais bloqué le processus, mais qu'elle insistait sur la poursuite de la plateforme. Interrogé sur la question de savoir si le Grand Barrage est un projet politique de contrôle de l'eau du Nil, le ministre a souligné que le barrage n'est pas conçu et construit à des fins politiques. Le barrage de plusieurs milliards de dollars était plutôt destiné à exploiter les avantages socio-économiques fournis par une infrastructure particulière. L'Éthiopie ne se concentre pas uniquement sur son développement, mais aussi sur le développement de la région, a-t-il révélé, ajoutant que lorsqu'elle a un excédent d'électricité, elle peut partager avec la région. Le pays n'a pas atteint l'accès universel à l'électricité et l'accès à l'électricité est très faible. Quelques 65 millions de personnes en Éthiopie sont sans électricité. Le ministre éthiopien de l'eau, de l'irrigation et de l'énergie, Selashi Bakala, a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à continuer de résoudre les différends avec les pays riverains inférieurs concernant le grand barrage de la Renaissance éthiopienne par le dialogue. Le ministre a souligné que l'Éthiopie n'a jamais aspiré à faire du mal à ses voisins, mais qu'elle s'est efforcée de leur en faire profiter. Le ministre a fait cette remarque lors d'un entretien avec Al Jazeera, suivant les détails. Malgré de nombreux défis, la construction globale du grand barrage de la Renaissance éthiopienne de 4,6 milliards de dollars
a atteint plus de 78%, a déclaré le ministère de l'eau, de l'irrigation et de l'énergie dans un communiqué. Lors d'un briefing aux journalistes hier, le ministre de l'eau, de l'irrigation et de l'énergie, Selechi Bakale, a déclaré que le gouvernement s'est toujours engagé à entreprendre le deuxième remplissage en eau à compter de son calendrier. Il a ajouté que le gouvernement entreprenait des activités de test de sécurité de première génération pour générer rapidement de l'électricité à partir de 2 turbines. Selon le ministre, les travaux de génie civil et d'installation de machines ont également atteint respectivement 91 et 52%. Il a souligné que les activités sont également en bonne voie pour augmenter la performance de construction globale en cours du grand barrage à plus de 81% dans les 6 mois à venir. D'autres travaux de métallurgie et des activités de structure encore enregistrent également des progrès remarquables, a fait remarquer Selechi. Concernant la négociation tripartite sur le projet phare de l'Éthiopie, il a déclaré aux journalistes que l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte négociaient également pour trouver une solution pour résoudre les différends sur la rivière Abay. Selon Selechi, le gouvernement attend de la RDC qu'elle facilite la plateforme de la génération trilatérale pour résoudre le différend de la rivière Abay comme son homologue sud-africain. Et pour conclure, le ministère des Finances de l'Institut d'études politiques a signé un accord de coopération pour suivre et guider les progrès du programme de réforme économique locale. Selon l'accord, l'Institut d'études politiques soutiendra la préparation d'un système de suivi et d'évaluation du paquet de réformes qui soutiendra les efforts en cours du ministère des Finances pour garantir la rapidité de la mise en œuvre et de l'efficacité des réformes. Cette analyse et d'autres études de recherche rigoureuses d'Instituts d'études politiques aideront à informer les décideurs politiques du ministère des Finances et d'autres ministères d'exécution de l'impact de ces réformes importantes, a indiqué le ministère dans un communiqué. Plus précisément, l'Institut d'études politiques entreprendra un examen approfondi des plans macroéconomiques, structurels et sectoriels dans les domaines de l'agriculture, de la fabrication, des mines, du tourisme et des TIC dans le cadre du programme de réforme économique locale. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie et la Russie expriment leur enthousiasme pour élever leurs relations bilatérales à un niveau supérieur. Le ministre éthiopien de l'eau, de l'irrigation et de l'énergie a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à continuer de résoudre les différends avec les pays riverains inférieurs par le dialogue. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Teibaru avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.